View. Salut à toutes et tous, bienvenue dans cette 6e session Azure Real World. Aujourd'hui, on va déployer un site web entre deux régions Azure, France Centre, Paris et North Europe, Dublin. Et entre ces deux régions Azure, on va répliquer une base de données en multimètre et en read-write. Et pour couronner le tout, on va sécuriser toute cette infrastructure avec des private endpoints. Donc, autant vous dire que cette session, elle est un peu particulière pour moi parce qu'elle est très complexe à mettre en place. Ça a l'air de rien, mais quand on voit le schéma, on se dit « oui, ça va, il y a quelques composants, il n'y a pas de quoi casser trois pattes à un canard ». Et bien en fait, croyez-moi, si vous suivez jusqu'au bout, vous allez voir que c'est pas si simple. Donc, allez, c'est parti. Quelle est l'infra que je vais déployer avec vous en séance ? En fait, il faut savoir, messieurs, dames, que vous avez perdu votre job avant de rentrer dans cette session. Et au moment où vous êtes connecté à la session Twitch, vous avez un nouveau job dans une société qui s'appelle Contoso. Et dans le cadre de ce nouveau job, votre chef vous a demandé de déployer un site web entre deux régions Azure. Donc ici, on le déploiera en France Centre, le site web, et il sera répliqué en France Sud via une base de données que je nommerai CosmoDB, qu'on va voir un peu plus tard. Un autre point aussi, c'est que pour faire du multi-région dans Azure, on n'a que trois load balancers qui le font. On a l'Azure Load Balancer, depuis peu il est global. On a bien entendu le Traffic Manager, mais qui travaille sur le protocole DNS. Et on a Azure Front Door qui va nous intéresser ce soir. Pourquoi ? Parce que c'est un load balancer qui travaille sur la couche 7, la couche applicative, donc on peut lui adjoindre un WAF. Donc parmi tout ce que je dois faire ce soir, je vais devoir déployer un WAF. Et donc on vous demande d'avoir un site web qui est en mode actif-actif. Ça veut dire quoi en mode actif-actif ? Ça veut dire que les requêtes, elles vont être indifféremment envoyées sur première région versus seconde région. En fait, vous allez avoir deux régions qui vont être au même niveau dans Azure, qui vont avoir la même priorité, le même poids. Et donc, à chaque requête, il va envoyer indifféremment sur la première web app ou sur la seconde web app la requête de l'utilisateur. Mais ça veut dire aussi que s'il y a une des deux régions qui devenait indisponible, l'autre devrait prendre automatiquement le relais. Et c'est un des critères de réussite, c'est que tout à l'heure, je vais arrêter une web app. Et en arrêtant cette web app, on va vérifier qu'il bascule bien sur la première région. Donc ça, c'est le premier critère de réussite. Le second critère de réussite, c'est que la connexion à la base de données doit être sécurisée. Et pour sécuriser cette connexion, on va utiliser ce qu'on appelle un private endpoint. Il faut savoir que les services PaaS dans Azure, que ce soit les web apps, que ce soit les CosmoDB, comme c'est des services PaaS, ils ont toujours une IP publique. Et ben moi, ce soir, j'ai décidé un peu de corser le tout, puisque je vais désactiver l'IP publique de mes web apps et de mes bases de données Cosmo, et je vais m'assurer que le front door travaille via une IP privée avec la web app, qui elle-même travaille via une IP privée avec la CosmoDB, ce qui va me sécuriser la connexion. Et enfin, vous l'avez compris, ma base de données CosmoDB, qui est représentée ici, elle doit être répliquée dans la seconde région en read-write. Voilà mes critères de réussite, en espérant, encore une fois, que je vais pouvoir déployer cette architecture de A à Z avec vous. Alors, il y aura quelques temps morts, je ne vois pas comment je peux faire autrement, mais qui sont dus à Azure. Par exemple, quand je vais activer le private endpoint sur la base de données Cosmo, vous allez voir que pendant 10 minutes, et je dis bien 10 minutes, la base de données, je ne pourrai rien faire dessus. C'est-à-dire que je ne pourrai pas modifier la base de données pour continuer, par exemple, à répliquer entre deux régions. Donc, il va y avoir des temps morts. Je ne sais pas comment on va faire les temps morts. Je ne sais pas si je vais continuer à vous expliquer la théorie pendant les temps morts pour que, justement, il n'y ait pas de coupure pour vous. Mais en tout cas, voilà, attendez-vous dans la deuxième partie, après la première demi-heure, à avoir un temps mort. Et cette session devrait durer 1 heure si tout va bien et si j'ai pas de troubleshooting à faire. Allez, ce que je vous propose, c'est qu'on attaque. Avant d'attaquer, vous le savez, vous aurez le replay a priori de cette session Azure Real World directement sur ma chaîne YouTube. Donc je vous envoie le lien si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube. On est quand même à la 6e session Azure Real World. Et d'ailleurs, Azure Real World, quel est le concept ? Parce que c'est bien, je vous parle d'Azure Real World, mais pour les nouveaux arrivants, vous ne connaissez peut-être pas le concept. Alors Azure Real World, le concept, il est assez simple. Je prends une architecture
et en séance, je la déploie de A à Z. Et là où c'est intéressant, c'est que très souvent, on vous fait des workshops avec des démos sur une technologie spécifique, par exemple le front d'or. Ou alors on va vous parler pendant 1 heure d'une web app ou pendant une autre heure d'une CosmoDB. Mais ce qu'intéresse les clients, c'est le fait d'avoir un vrai environnement de production qui est déployé, c'est-à-dire de voir comment est l'interaction entre le front d'or, la base de données, la web app. Et j'ai créé ce concept Azure Real World pour dire c'est Azure dans le monde réel. C'est ce qui intéresse les clients, c'est de déployer une architecture de A à Z avec des critères de production. C'est pour ça que j'ai mis 3 critères de réussite à la réussite de justement cette session Twitch. Donc, avant de commencer quand même, on va revoir le schéma ensemble parce que c'est hyper important. Donc, la première chose que je vais déployer, c'est une web app. Cette web app, vous le verrez, comme c'est un service PaaS, elle a une IP publique. Et cette web app, c'est la deuxième ressource que je vais déployer et vous verrez aussi, elle a une IP publique. Pourquoi ? Parce que c'est un service PaaS et dans Azure, tous les services PaaS ont par défaut une IP publique. Ensuite, je vais déployer le load balancer. Le load balancer, il est multi-région et comme il est multi-région, il travaille en plus sur le protocole HTTP et HTTPS. Et ça va être intéressant parce que mes utilisateurs vont arriver en HTTPS sur le front d'or et celui-ci va renvoyer les requêtes indifféremment en HTTP aux web apps qui sont et qui représentent le back-end. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu passes d'HTTPS à HTTP? Parce que si je voulais faire du SSL de bout en bout, il faudrait que j'ai un certificat que je vais nommer C, que j'achète, que j'attribue un nom de domaine et que j'attribue indifféremment à mon front d'or, à mes web apps. Et là, je pourrais avoir du SSL de bout en bout entre le client et le serveur. Sauf que moi, aujourd'hui, mon objectif, c'est que les utilisateurs arrivent en HTTPS et qu'après, leurs requêtes soient renvoyées sur les web apps qui vont elles-mêmes communiquer avec la base CosmoDB. Et pour pouvoir communiquer avec la base CosmoDB, on va utiliser ce qu'on appelle un private endpoint. Et un private endpoint, c'est ni plus ni moins qu'une private IP, une IP privée, qui va nous servir à communiquer entre les différentes ressources Azure. Et là, ça devient assez puissant parce qu'au final, mes web apps, comme vous le voyez, vont aussi avoir des private IP qui vont leur être associés. Donc ça veut dire qu'en gros, l'utilisateur, dans son navigateur, il va taper l'URL du front d'or en HTTPS. Quand il arrive sur le front d'or, celui-ci va communiquer avec les web apps via une IP privée et ces web apps vont communiquer avec la base de données via une IP privée. Le front d'or, alors j'ai une question de Morsi, c'est sûr que le front d'or fasse le travail en HTTP. Non, il fait pas le travail en HTTP. Lui, tout ce qui arrive chez lui, c'est en HTTPS. Par contre, les requêtes au web app, il va les envoyer en HTTP. L'idéal, encore une fois, ça serait d'avoir un certificat qu'on achèterait, qu'on appliquerait sur les web apps et sur le front d'or pour avoir du chiffrement de bout en bout. Maintenant, je n'ai pas acheté de certificat pour cette démo. Encore une fois, mon objectif, c'est de vous montrer comment sécuriser l'intégralité de l'infrastructure. L'idéal, c'est d'avoir des certificats pour aller jusqu'au bout de la démarche. Donc voilà ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, si tout va bien, parce que objectivement, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout simple à déployer ce type d'infrastructure. Pourtant, ça a l'air simple sur le papier. Franchement, moi quand je vois ça, je me dis allez, il te faut 10 minutes et c'est fini. Mais on va voir que c'est beaucoup plus compliqué. Donc allez, j'attaque le déploiement avec vous. Donc prenez bien des notes si ça vous intéresse. Je pense que vous allez apprendre beaucoup de choses ce soir. Donc la première étape, ça va être de créer une web app. Cette web app, je vais la créer en France Centre. Donc vous voyez, je choisis web app et je vais la nommer web app ARW1. Je vais la baser sur la stack.net sur une web app Linux et je vous ai dit que je la déployais en France Centre, donc à Paris. Voilà,
Là, vous voyez, j'ai une web app qui va être déployée. Elle a un nom de domaine qui lui est associé, donc elle a une IP publique, forcément. Et une fois que j'ai choisi le nom de la web app, son stack derrière, alors ça pourrait être du Go, du Java, du Node, du PHP. Moi, ce qui m'intéresse pour le coup, c'est du .NET. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un service plan. Donc le service plan, messieurs, dames, c'est quoi? Le service plan, c'est ce qui va définir les ressources que je vais donner à la web app. Donc je vais l'appeler le service plan app splan pp1. Et je vais lui fournir à ma web app, donc à mon site web managé par Microsoft, 8 Go de RAM, ce qui correspond à du Premium V3 en P1 avec 2 vCPU. Encore une fois, l'intérêt dans ce déploiement, c'est juste de créer un site web qui est multi-région. En fonction de votre besoin, vous attribuerez plus ou moins de ressources à ce site web. Donc là, il est en train de créer la première web app. Pendant qu'il crée la première web app, je vais mutualiser le temps. Parce que ce qui est bien avec le cloud public, c'est que clairement, on peut mutualiser les déploiements. On peut les paralléliser. Et donc là, je crée une deuxième web app. Sauf que cette web app, elle va être dans une autre région. Alors, elle va être sous Linux, elle aussi. Sauf que je vais la mettre en North Europe. Donc, première web app en France-Centre, deuxième web app à Dublin. Et vous voyez, je vais créer là aussi un service plan. Et ce service plan, il va être dédié à ma web app et il va, comme la première web app, avoir du 2 vCPU et 8 Go de RAM. Donc concrètement, là, qu'est-ce que j'ai fait en lançant cette création? C'est que je viens de créer avec vous ces deux web apps là. Sauf que le premier problème, c'est que ces deux web apps ont une IP publique. Et moi, je vous ai dit que je voulais qu'elles soient protégées par le front door et son WAF, et donc qu'elles n'ont pas d'IP publique. Donc on verra après comment faire en sorte que la web app ne réponde plus à des IP publiques en passant par un private endpoint. Donc pendant qu'il me crée ma web app, je vais créer un front door. Alors, le front door, messieurs, dames, c'est un load balancer multi-région. Comme il est multi-région, il vous permet d'avoir de l'actif-actif ou de l'actif-passif entre les régions. Ça veut dire quoi de l'actif-actif et de l'actif-passif? Je vais vous montrer mon autre écran et vous allez tout de suite comprendre. En gros, le front door, lui, il va fonctionner avec un système de priorité et un système de poids. Ça veut dire quoi un système de priorité? En fait, si je dis que cette région France-Centre, elle a la priorité 1 et que la seconde région North-Europe a la priorité 2, ça veut dire que par défaut, il va envoyer toutes les requêtes des utilisateurs sur la région France-Centre. Et si jamais la région France-Centre tombe, donc la priorité associée tombe, à ce moment-là, toutes les futures requêtes, il va les envoyer à la seconde région. Donc c'est ce qu'on appelle du active standby ou actif passif. Sauf que moi, c'est pas ce que je vais faire ce soir. Moi, ce que je veux faire ce soir, c'est que, indifféremment, il envoie les requêtes sur la première région et la seconde région. Et pour y arriver, il suffit que je définisse la même priorité et le même poids aux deux régions. Et c'est ce que je vais faire ce soir avec vous. Donc si on revient sur le front door, je vais faire un custom create, juste ici. Et en faisant un custom create, je vais pouvoir choisir la version du front door que je veux déployer. Alors en gros, il y a 3 versions différentes, mais pour résumer, la version premium, elle permet de bénéficier des private endpoints. Et si vous déployez un front door en standard, sachez que vous pouvez passer de standard à premium directement dans l'interface. Donc si demain, vous avez déployé votre infrastructure multirégion sans penser, encore une fois, au private endpoint pour privatiser les flux entre les différents services Azure, en mettant en place la migration de front door, de standard vers premium, vous pourrez bénéficier de cette fonctionnalité. Moi, je commence directement par en bénéficier, c'est-à-dire que là, je vais créer mon front door, et mon front door, je vais le créer en premium pour bénéficier encore du private endpoint. Et je vais l'appeler AFD, comme Azure Front Door. Ce qui va nous intéresser en priorité, c'est de créer un endpoint. Donc le endpoint, d'une certaine façon, va représenter l'URL du site auquel vous allez accéder pour que vos utilisateurs accèdent à vos sites web qui sont derrière le front door. Donc là, je vais créer
un nom de domaine qui s'appelle AFD-AWAS-DYD. Bref, vous l'avez compris, ce nom-là, il n'est pas du tout intuitif. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, Microsoft vous dit, si vous voulez accéder à un site web qui est derrière le front door, il faut associer à votre front door un nom de domaine. Et donc, qui dit associer au front door un nom de domaine, dit associer au front door un certificat. Donc, il faut faire l'achat d'un nom de domaine et il faut faire l'achat d'un certificat qu'on va apposer au front door. Moi, dans mon cas, encore une fois, je vais utiliser le domaine qui est fourni par Azure. Voilà ce domaine. Donc là, je crée mon endpoint. Et mon endpoint, d'ailleurs, je pourrais l'appeler aussi web app ou application pour dire, voilà, ça correspond à l'application que j'héberge sur mon front door. Moi, mon endpoint, voilà le nom, il s'appelle AFD, AWAS, blablabla. D'ailleurs, je vous l'envoie dans le chat, ce nom, et vous pouvez, une fois qu'il sera créé, y accéder directement depuis votre navigateur. Pour l'instant, ça ne marche pas parce qu'il n'est pas créé. Donc là, je vais créer une route. Et cette route, en fait, elle va permettre, en fonction du protocole, de router les requêtes des utilisateurs vers ce qu'on appelle un origin. Alors, c'est quoi un groupe origin? Clairement, pour résumer, l'origin group, comme on dit, c'est un backend pool. Donc, c'est un backend qui contiendra mes web apps. Donc là, je vais appeler la route app pour dire que je vais, web app même, pour dire que je vais router les paquets des utilisateurs en HTTP et HTTPS vers mes web apps qui sont contenus dans ce qu'on appelle un origin group, donc un backend pool. Mais en gros, là, je suis en train de dire, je travaille sur les routes pour mon application que j'ai appelée web app. Ensuite, je lui dis que les protocoles qu'il va accepter, c'est HTTP, HTTPS. Je ne veux pas rediriger tout le trafic en utilisant HTTPS, puisque je vous ai dit que je voulais le forwarder en HTTP sur mes web apps. Et là, je vais créer mon groupe d'origine, donc mon backend pool d'une certaine façon. Alors ce backend pool, je ne vais pas m'embêter, je vais le nommer de la même manière que mes web apps. Donc ici, je fais un add an origin, et là, je nomme le nom de ma web app 1, je dis que c'est un service managé par Microsoft qui est un app service. Ensuite, là, je vais sélectionner ma première web app. Et vous voyez, là, il me demande une priorité à cette web app. Et je vais lui dire que c'est la priorité 1 et le poids 1000. Et je ferai la même chose une deuxième fois. Quand je vais créer le deuxième origin group, je vais dire que la priorité est à 1 et le poids est à 1000. Comme ça, il va faire de l'actif-actif entre deux régions. Mais si ici, je mettais 2 et au premier origin group, je mettais 1, et ça voudrait dire qu'il fait de l'actif-passif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de l'actif-actif. Ensuite, je vous ai dit que la version premium vous permettait de bénéficier des private endpoints. Et c'est là, en fait, c'est en cochant cette petite case. Et là, je vais lui dire, écoute, ma web app, elle est en France. Et là, c'est très important. Il va me proposer de définir un message qui va apparaître sur ma web app pour lui dire « Hey, ton front door, il veut communiquer avec toi avec une IP privée, donc avec un private endpoint. Est-ce que tu acceptes cette communication ?» Donc là, par exemple, je vais dire « Request from front door » pour dire c'est une requête qui vient du front door pour communiquer avec toi, ma web app, avec une IP privée. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je regarde un peu, ça me paraît plutôt pas mal. J'ai créé le premier origin group et je fais un add. Et là, je vais créer le deuxième origin group qui correspond cette fois à ma deuxième web app. Donc pour rappel, ma web app numéro 2, elle s'appelle web app ARW2. Et je la sélectionne ici. Et rebelote, je fais une activation du private link. Cette fois, le private link, il va utiliser un private endpoint qui va accéder à une ressource en North Europe, qui est ma web app. Et encore une fois, je fais un request from FD, front door. Alors là encore, vous mettez ce que vous voulez comme message. Vous pouvez mettre Toto, ça marchera. Mais l'administrateur, il devra aller sur la web app pour accéder à la requête. Donc, ici, j'ai ma web app, j'ai mon target, j'ai le port d'écoute 80-443, ça tombe bien, c'est les web apps Azure utilisent ces deux ports-là. J'ai la priorité, j'ai le poids, je fais un add. Et là, je suis plutôt pas mal.
Et je regarde un peu, vous voyez qu'on peut aussi définir une sonde d'intégrité. Donc la sonde d'intégrité, elle va aller checker toutes les 100 secondes que mes web apps sont vivantes. Sauf que moi, au lieu d'attendre 1 minute 40, je vais attendre maximum 10 secondes. Donc là, la seule différence, c'est que j'enlève la valeur par défaut de 100 secondes, 1 minute 40, je mets 10 secondes, et le reste, je le laisse par défaut. À ce moment-là, je fais un add, et j'ai mon groupe d'origine qui correspond à mes 2 web apps qui sont créés. Un dernier point, je vous ai dit qu'on forwardait les requêtes qui arrivent en HTTPS, on les forward en HTTP pour éviter les problèmes de certificat directement sur mes web apps. Donc là, j'ai coché HTTP only. Et une fois que j'ai fait tout ça, je dirais qu'on est plutôt pas mal. On n'a plus qu'à faire un add, un review and create. Et là, c'est parti pour la création du front door. Donc là, le principe, c'est qu'il est en train de me créer le front door. Pendant qu'il va me créer le front door, je vais créer la base CosmoDB, parce que la base CosmoDB, croyez-moi, elle met elle aussi du temps à se créer. Donc j'essaye de mutualiser le temps. Donc j'ai déjà 6 ressources de créer. Là, je vais créer la base Cosmo. Donc pour la créer facile, vous tapez CosmoDB, vous prenez le premier résultat, vous faites create. Et je vais créer une base Cosmo NoSQL. Parce que je vais déployer à partir de mon Git du code qui fonctionne sur du NoSQL. Une base de données fonctionnant sur du NoSQL. Donc, quel est le nom de cette base de données? On va dire que le nom, ça va être Cosmo Azure Real World. Et la région, je vais choisir la région France-Centre. Donc, ma base de données, je vous remonte le schéma sur laquelle je suis en train de travailler ici. Ma base de données que je suis en train de créer, elle va être créée par défaut en France-Centre. Et elle va être répliquée en North Europe. Mais pour la répliquer, il faut d'abord la créer. Vous ne pouvez pas la répliquer à la création. Donc si on revient sur le portail Azure, je crée la base de données. Et cette base de données, ce qui va être important à sa création, c'est de spécifier qu'elle va être géoredondante et qu'elle va pouvoir être écrite indifféremment en France-Centre et en North Europe. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à faire un review and create. Voilà, et un create. Et là, Azure est en train de me créer ma base de données, sauf que vous allez voir qu'elle va être géorépliquée en read-write en France-Sud, c'est-à-dire à Marseille. Pourquoi? Parce que Marseille est la région paire de France-Centre. Donc après, il va falloir que j'édite ma base de données et que je lui dise non, non, tu ne te répliques pas à Marseille, tu te répliques en North Europe, donc à Dublin. Mais ça sera la prochaine étape. Pendant qu'il crée ma base de données, on va aller voir mon front door. Voilà, il est ici. Et en attendant, on va quand même essayer d'y accéder. Je ne sais pas s'il a fini. Donc là, je tape https le nom de mon front door. Et là, vous voyez, hop, c'est un bon cas d'école. On tombe sur un problème de certificat. C'est-à-dire que là, il me dit, hey, attention, parce que si tu te connectes, en fait, tu vas essayer de te connecter à un site web qui n'a pas le même certificat que ton load balancer. En fait, ce message-là que vous voyez, messieurs, dames, il est simple. C'est que j'arrive en HTTPS sur le front door. Le front door, il a un certificat par défaut, sauf qu'il est codé pour renvoyer en HTTPS sur une web app qui a un autre certificat, car elle a un nom de domaine différent. Donc au final, il me dit il y a un mismatch de certificat. Il y a un problème, Philippe. Tu arrives sur un certificat de ton load balancer et tu es redirigé vers un site web qui a un autre certificat. Ça ne va pas. Donc vous l'avez compris, une de mes étapes, ça va être de traiter ce problème de certificat grâce à un private endpoint. Mais en attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà aller sur les web apps et on va leur dire aux web apps, n'accepte pas que du HTTPS, mais accepte aussi du HTTP. Ça, c'est un point aussi qui est important, c'est que par défaut, une web app ne va accepter que le protocole HTTPS. Vous voyez, c'est activé ici. Si vous voyez tous mon écran, là, par défaut, je suis dans la configuration de ma web app et elle n'affiche et elle ne va prendre des connexions qu'en HTTPS. Donc moi, je vais lui dire, non, tu acceptes les deux à cette web app. Tu acceptes l'HTTPS et l'HTTP. Et je vais faire pareil
sur ma deuxième web app. Regardez, je vais sur ma deuxième web app. Je vais dans Configuration. Et là, dans General Setting, hop, je vais désactiver le HTTPS Only. Voilà. Et à partir de là, si j'actualise la page, au bout d'un moment, vous allez voir que mon front door, il va dire « Ok, c'est plus que du HTTPS, ça peut être du HTTP. » Sauf que pour pouvoir faire ça, il faut que, d'une certaine façon, mon front door, il puisse communiquer avec mes web apps. Sauf qu'il ne peut pas encore communiquer avec mes web apps parce que celles-ci n'ont pas accepté la connexion depuis le front door via un private endpoint. Vous vous rappelez que j'avais fait une requête à mes web apps depuis mon front door en disant « Hey, acceptez-moi en tant que front door pour communiquer avec vous via une IP privée. » Et bien regardez, on va dans Networking, sur la première web app, ou la deuxième d'ailleurs, mais je vais commencer par la première. Donc on va dans Networking. Dans Networking, on va dans Private Endpoint. Et là, regardez ce qui apparaît. Il me dit que mon front door, il attend que je puisse communiquer avec ma web app via une IP privée. Donc là, en gros, c'est si j'approuve cette connexion, ça veut dire qu'il va me créer un Private Endpoint pour ma web app qui va la rendre accessible depuis une IP privée auprès de mon front door. Et c'est exactement ce que je veux faire. Donc là, je fais un approve, bien entendu. Alors, vous voyez, ça, typiquement, il me dit qu'il y a une erreur. Mais ça, c'est un bug. Ça va marcher. Je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, la première fois qu'on approuve sur la première web app, il met une erreur. Mais au final, c'est du temporaire, ça va marcher. Je vais faire pareil sur la deuxième web app. Et là, vous allez voir que bizarrement, il ne va pas y avoir d'erreur. Donc là, je fais un approve. Et tout en haut à droite, normalement, il va me dire « Ok, c'est bon. J'ai approuvé la web app comme en tant que web app. J'ai approuvé l'interconnexion avec l'Azure Front Door via une IP privée. » Et là, maintenant, si je fais ça et que j'actualise, regardez, là déjà, le message d'erreur, il a un peu changé. C'est-à-dire que là, il me dit « This web app you attempted to reach has blocked your access. » Donc là, ça veut dire que la web app, elle est plutôt dans une logique de dire « Hey, je ne veux plus que tu accèdes à moi directement, je veux que tu accèdes à moi depuis une IP privée, donc depuis le front door. » Et donc, on va devoir attendre encore un peu, mais dans quelques instants, vous verrez qu'on pourra accéder au front door directement via une IP publique, mais il renverra les requêtes sur l'IP privée de mes web apps. En attendant, donc j'ai approuvé les private endpoints. Si je fais du HTTP, d'ailleurs, il va me jeter sur le front door, puisque pour rappel, voilà, vous voyez, il me dit c'est non sécure, le HTTP, il me jette. Par contre, si je fais du HTTPS, il va me mettre à terme un autre message, il va me dire ok, tu peux, mais encore une fois, ça prend un peu de temps, parce que je vous rappelle que il est en train de checker que la web app fonctionne et accepte les connexions en private endpoint. Donc là, a priori, ce premier private endpoint a été validé. Et le deuxième private endpoint, on va aller regarder malgré l'erreur de tout à l'heure. Voilà, il est approuvé aussi. Donc c'est plutôt pas mal parce que j'ai mes deux web apps qui ont répondu favorablement au private endpoint. Mais pour l'instant, pour la petite histoire, ces web apps, elles continuent à répondre à des accès publics parce que je n'ai pas été dans Networking et je n'ai pas désactivé l'accès public dans Access Restriction. Si je désactive l'accès public là sur ma web app, ça veut dire qu'elle ne communiquera plus du tout avec l'extérieur, elle ne communiquera qu'avec le front door. C'est ce qui est attendu, encore une fois, mais vous allez voir qu'on va le faire un peu plus tard. Je vous ai dit que j'avais déployé la base CosmoDB. Cette base CosmoDB, concrètement, il va falloir aussi que je travaille dessus et que je crée un private endpoint qui va me permettre d'accéder depuis ma web app à ma CosmoDB via une IP privée. Comment je vais faire ça? Eh bien, très simplement, déjà, il va falloir que je crée un virtual network, un réseau virtuel, qui va accueillir ma base CosmoDB en adressage privé. Donc, qui va accueillir au final le private endpoint. Donc, je vais l'appeler vnet-prod, mon vnet. En plus de ça, je vais dire qu'il est en France Centre. Autant le mettre
au plus proche de ma première région. Et puis dans l'espace d'adressage, je vais créer un subnet qui va être dédié au private endpoint. Voilà, je crée un VNet dédié. Je ne suis pas obligé, mais je trouve que c'est plus propre. D'ailleurs, dans les bonnes pratiques, si vous regardez la doc Microsoft, on vous conseille de le faire comme ça. Et là, je fais un create. Et là, ce qu'il est en train de faire, c'est de créer tout simplement, encore une fois, un private endpoint, un VNet. Et ce VNet va recevoir à terme le private endpoint de ma CosmoDB. Vous voyez, là, on l'a créé. Donc maintenant, est-ce que ça va un peu mieux au niveau de la web app? Alors, c'est bien, ça va être du troubleshooting si ça ne marche pas. Donc, mon front door, il est là. Mon front door, il a donc un endpoint. Ce endpoint, il est basé sur 2 web apps. OK, avec le bon poids. La sonde d'intégrité, elle est en HTTP. Donc là, on est plutôt pas mal au niveau de la sonde d'intégrité. C'est ça. Si je prends ma première web app, elle est OK au niveau priorité. Et si je prends ma deuxième web app, je pense que ça va être pas mal. Elle est OK en termes de priorité et elle est bien en North Europe, ma deuxième web app. Donc là, on est plutôt pas mal au niveau configuration. La route. Alors la route, Donc la route, elle est activée. Voilà le nom de domaine associé, on est bon. Le pass, on est bon. Les protocoles acceptés, HTTP, HTTPS. L'origin group, il est là. Et on a géré la requête en HTTP. Moi, je dirais que tout est bon. Donc, si tout est bon, est-ce qu'on peut tester dans une navigation privée? Est-ce que ça serait plutôt pas mal si on le faisait dans une navigation privée? Ça marche. Regardez. En navigation privée, je tape https:// l'URL du front door et je tombe sur une des 2 web apps. Donc, ça veut dire quoi? Je vais vous montrer le schéma parce que sinon, je vais vous perdre. Vous allez me dire ça devient trop compliqué. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que j'ai réussi à faire, c'est que j'arrive en HTTPS et je suis redirigé en HTTP sur mes 2 web apps. Donc ça veut dire que le private endpoint de chaque web app fonctionne. Voilà ce que pour l'instant j'ai réussi à faire. Par contre, autant vous dire que c'est pas fini, parce qu'il faut après que je désactive l'accès public aux web apps et surtout que je permette d'accéder à ma base Cosmo via une IP privée, parce qu'on ne veut pas que la base Cosmo ait une IP publique. Alors comment je vais faire ça? Vous allez voir, ça va être passionnant, parce que là, il y a encore du boulot. Donc la prochaine étape, ça va être de déployer sur mes web apps un site web de test. Plutôt que d'avoir le site web que je viens de vous montrer qui ressemble à ça, j'ai préparé un site web de test. Alors, vous allez voir, ça va être assez fun, puisqu'on va configurer une base Cosmo, etc., etc. Donc la première chose à faire, c'est que je vais activer sur mes web apps la possibilité, via un repo GitHub, de déployer un site web. Et ça se fait au travers de l'activation de cette petite option qui est directement sur la web app, je vous montre. C'est-à-dire que dans configuration de la web app, Basic Hot Publishing, j'ai appuyé sur On. Et ça permet à la web app de pouvoir être mappé à un GitHub ou par exemple que j'accède à la web app via un compte FTP. Et je vais faire pareil sur la deuxième web app. C'est-à-dire, hop, je vais sur un numéro 2. Je vous montre, je vais dans Configuration. Alors, j'ai Morcy, qui est très sincère, qui me dit je vais revoir la replay avec vitesse 0,5. Ça passe, oui, c'est très clair pour Mela Aboussi. Ok, très clair. Je sais que je vais un peu vite, mais il va y avoir un temps mort quand je vais commencer à travailler sur la base de données. Ça va être très compliqué à gérer parce que il faut 10 minutes pour créer un private endpoint sur la CosmoDB. Et je ne peux pas faire autrement. Alors, ici, j'ai activé, donc hop, j'active sur les 2 web apps la possibilité de les mapper à un repo Git que j'ai créé avec un site web qui va en fait interconnecter la web app avec la base de données pour lister des produits fictifs. Donc les produits fictifs, imaginez, vous êtes sur le site d'Amazon, et il va y avoir la PS5 par exemple.
Ça serait un peu l'idée. Donc ça, c'est la première étape. Ça me permet au final de les mapper à un repo. Donc pour pouvoir maintenant les mapper à mon repo, eh ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller directement sur ma web app et je vais commencer à travailler sur les repos. Mais avant ça, il faut que je travaille sur ma base de données, ma base Cosmo. Parce qu'en fait, il faut que je crée la base de données directement dans ma base Cosmo qui va être utilisée avec ma web app pour avoir des produits, etc. Donc pour créer une base de données, vous allez dans Data Explorer, vous faites un New Container et là, vous voyez, il vous propose un Database ID. Donc clairement, là, je vais marquer Cosmic Works. Et puis, un peu plus bas, il me dit quel est ton conteneur ID. Donc là, je l'appelle Product en minuscule. Et je vais créer des produits avec une clé de partition qui va se nommer catégorie ID. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à faire un OK. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va me créer dans ma base Cosmo un Cosmic Work, qui est l'ID de ma base de données, pardon. Il va me créer un conteneur ID. Donc le conteneur ID, c'est ce qui va contenir toute la base de données en termes de stockage, qu'on appelle le product en minuscule. Et enfin, une partition key pour pouvoir interroger facilement la base qui est hébergée dans ma base CosmoDB. Donc ça, tout ça, je le fais avec Data Explorer. C'est assez simple, on va dire. Et là, d'ailleurs, je peux vous montrer. Mais en gros, c'est fini. Si je vais sur la tablette, ici, j'ai créé une base qu'on appelle Cosmo. Cosmo, d'ailleurs, je l'ai appelé Cosmic Works. Voilà ce que je viens de faire. Et dedans, il va y avoir dans Product des produits, clairement, que je vais déployer au travers d'un script que j'ai préparé en amont. Donc là, je viens de créer le canevas de ma base de données, mais ma base de données, elle est vide. Donc la prochaine étape, ça va être d'aller dans Item et de créer moi-même un enregistrement. Hop. Et cet enregistrement, il va contenir, regardez, le nom d'un produit. Ce nom de produit, je vais l'appeler Azure Real World Session 4. Et sa description, c'est site web full pass et hautement disponible. Et le prix, eh ben, je l'ai mis à 1 $, le prix de cette session. Donc vous voyez, c'est assez simple à appréhender. Et là, je fais un petit save. Voilà. Et donc, j'ai créé un produit fictif sur ma base de données. Sauf que ma base de données, il faut qu'elle interagisse avec ma web app. Pardon, c'est vrai, on voit que la tablette et pas le portail Azure. Merci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans Items, j'ai créé un produit. Donc, je vous remonte, c'est vrai, je suis désolé. Malheureusement, j'ai fait une petite erreur. Dans Data Explorer, j'ai été dans Items, et dans Items, j'ai créé un produit fictif. Et je vous envoie d'ailleurs le code directement dans le chat. Voilà, comme ça, vous aurez le code si vous voulez refaire ça chez vous. Donc, ce produit fictif, il parle d'un produit qu'on appelle Azure Real World Session 4, qui est un site web hautement disponible en termes de descriptif et qui a un coût de 1 $. Ça, c'est pour que ma base de données ne soit pas vide pour les démos, en fait. En soi, c'est juste pour que ça ne soit pas vide. Pour que ma web app se connecte à ma base de données, il faut qu'elle le fasse via une chaîne de connexion. Et donc, je vais aller dans Key. Et dans Key, je vais aller dans Primary Connection String. Et là, je vais récupérer la chaîne de connexion, ici, que vous voyez. Et cette chaîne de connexion, je vais la mettre dans mon code, donc dans mon repo GitHub, pour, une fois que j'aurai déployé mon code sur ma web app, elle puisse se connecter à ma base de données via cette chaîne de connexion. Donc là, vous voyez, je fais juste un copier-coller. Je vais dans mon repo. Donc mon repo, il s'appelle Philippe Ayola. Hein, je n'ai pas fait très compliqué. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais éditer le fichier, donc cosmoservice.cs. Et vous voyez, je vais remplacer la chaîne de connexion, hop, ici, par la chaîne de connexion directement de ma CosmoDB, donc mon access key, que je viens de copier-coller. Et là, je vais faire un commit change.
Ce qui fait que ce fichier va être mis à jour avec la nouvelle chaîne de connexion vers ma base de données Cosmo. Mais ce fichier-là, pour l'instant, il est sur mon GitHub, il est sur mon repo, mais il n'est pas déployé sur ma web app, sur mes 2 web apps. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller sur mes 2 web apps et je vais déployer mon repo dessus. Donc je vais aller dans Deployment Center. Je vais choisir comme source de déploiement de ma web app mon GitHub. Là, il me dit, écoute, j'en connais un qui s'appelle Philippe Ayola de Repo Git. C'est très bien, c'est le mien. Ensuite, l'organisation, c'est Philippe Ayola. Le repository, c'est AppCosmoDB Demo. Et le branch, c'est main. Et là, il va créer un workflow dédié au déploiement de mon site web sur cette web app. Vous voyez? Et ce workflow, il va être représenté par le fichier main_webapp_arw.yml. Donc là, je fais un save. Et ce qui va se passer, vous allez voir, c'est que en faisant le save, si je vais dans mon Git et que je vais dans Action, on va retrouver dans les workflows, parce qu'il y en a plusieurs, vous voyez, voilà, c'est ce workflow-là qui m'intéresse. On va trouver un workflow où il est en train de builder mon application et de la déployer sur ma web app. Et ça va prendre quelques temps. Et normalement, si tout va bien, ça va le faire. C'est-à-dire, c'est juste ici. Vous voyez, hop, ici. Alors, je ne sais plus lequel c'était, parce que j'en ai tellement des workflows. J'aurais dû faire le ménage juste avant. Hop. Ouais, on va voir, mais je pense que c'est le bon. Je vais faire la même chose sur la deuxième web app pour ne pas perdre trop de temps. Donc là, sur la deuxième web app, je vais dans Deployment Center et je vais refaire exactement la même chose que pour la première web app. Je vais lui dire de se baser pour le déploiement du site web sur mon Git qui s'appelle Philippe Ayola, mon repository AppCosmoDB et ma branch qui est main. Et là, il va me créer un workflow. Donc là, je fais un save et rebelote. Si on retourne ici, dans Action, on va voir qu'il va déclencher un workflow pour ma fameuse web app. Donc, je regarde un peu où on en est. Hop, 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 hop. Donc ça prend 1 à 2 minutes. En général, c'est assez rapide. Je crois que ma web app, elle s'appelait Web App ARW1. Web App ARW1. Voilà, elle est là. Il est en queue. J'espère que ça va se bouger. J'espère que ça va se bouger. Donc, il est in progress sur celle-ci. Voilà, il est en train de travailler. Regardez. Là, c'est parti. Il fait le build et il fait le deploy de mon application. Alors, j'ai une question dans le chat. Très bien. As-tu déjà testé l'option Git local pour le déploiement? Est-ce qu'il y a une plus-value plutôt que d'utiliser un GitHub ou un GitLab? La plus-value, c'est que le Git local, il est vraiment en local, alors que ton GitHub, il a une portée publique si tu le souhaites. Donc au final, pour avoir testé, moi je préfère utiliser GitHub parce qu'il est tout le temps disponible où que je sois, alors que le Git local, c'est un peu différent à ce niveau-là. Donc là, il est en train de me déployer normalement bientôt mon application. Je l'espère. En tout cas, c'est l'objectif. D'ailleurs, si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Hop, je regarde. Ouais, là, il est en train de déployer. Vous voyez, là, il est en train de déployer en production mon application. Pas de questions? Alors, on peut tester. Mon application, elle est là. Pour l'instant, vous voyez, il n'a pas fini de déployer mon application. Ah, ça y est. Ça marche, messieurs, dames. Ça marche, regardez. Quand vous tapez maintenant l'URL de mon front door, vous allez tomber sur le site web avec la base de données. Et là, quand je fais un View All Product, vous voyez qu'on retrouve bien le produit Azure Real World, description, site web full pass et hautement disponible, et le prix est de 1 $. Donc vous voyez là, c'est plutôt pas mal parce qu'on a fait un gros pas en avant. Donc je vous réexplique dans le schéma ce que j'ai fait, parce que ça vaut quand même le coup.
Mais là, en gros, j'ai, à partir d'un Git, déployé sur ma web app du code qui fait que ma web app, elle interagit avec ma base de données. Et j'ai fait ça sur les deux web apps. Et donc, j'ai déployé un site, le même, sur mes deux web apps, qui va afficher un produit Tartampion. Voilà pour l'instant ce que j'ai fait. Ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt pas mal parce que ça marche. Ça marche. Donc là, hop, j'actualise. Vous voyez, maintenant, on a mon site web qui est disponible directement, si je vous montre l'autre écran, directement depuis mon navigateur et depuis l'URL que je vous ai envoyé. Donc testez chez vous, mais normalement, il n'y a pas de souci. Alors j'ai une question, le cosmo.cs que tu as modifié, ça correspond à quoi? C'est le service applicatif, ouais, merci Thomas, qui requête la base de données Cosmo. Donc là, on a fait un gros pas en avant. Maintenant, ce que je vais faire, et là ça devient encore plus touchy, je vais désactiver l'accès public à mes web apps. Parce que si vous tapez dans votre navigateur l'URL d'une de mes web apps, vous tombez sur le site web. C'est-à-dire que là, concrètement, je vous ai envoyé l'URL d'une de mes web apps. Vous voyez que ce que peut faire l'utilisateur à l'heure actuelle, c'est que si on a un utilisateur qui est en bas, ici, user par exemple, eh ben, il peut directement accéder à la web app en connaissant son URL. Il n'est pas obligé de passer par le front door. Sauf que moi, je veux empêcher ça. Moi, ça, je veux pas. C'est pas sécure. Je veux qu'ils passent tous par le front door. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais désactiver l'accès public à mes deux web apps. Et pour le désactiver, comment je fais? Il suffit d'aller sur la web app. C'est ce que je vais vous montrer. Sur chacune des web apps. Donc là, je suis sur la web app numéro 1, par exemple. Je vais dans Networking. Je vais faire un Access Restriction. Et là, je vais désactiver l'accès public. Et là, dans quelques instants, parce que ça prend un peu de temps, vous allez voir que ma web app 1 ne sera plus disponible directement depuis Internet. Depuis le front door, ça continuera à marcher, mais depuis Internet, vous et moi, on ne pourra plus accéder à la web app. Et je vais faire pareil avec la deuxième web app. Je vais aller dans Networking, Access Restriction, et je vais désactiver l'accès public. Voilà. Et là, vous voyez, je peux continuer à accéder au site web. Je suis en train d'actualiser la page. Le site web, il est accessible depuis l'adresse de mon front door. Mais si maintenant, je vais directement sur la web app, il me dit Forbidden. Ça marche. Donc, ce que j'ai fait, je vous le réexplique pour que tout le monde soit au courant. Mais globalement, j'ai fait en sorte que ma web app ne réponde qu'à des requêtes en provenance de mon front door. Si vous, en tant qu'user, voulez accéder directement à la web app via son IP public, ça ne marche plus. Voilà ce que je viens de vous démontrer. Donc c'est plutôt pas mal, ça marche. Il nous reste 2 ou 3 petites choses pour que tout aille bien. Donc la première chose, qui va me prendre du temps, je ne vais pas vous le cacher, mais ça prend du temps à Azure, ça va être d'activer le Private Endpoint sur ma CosmoDB. Donc pour activer le Private Endpoint sur ma CosmoDB, il suffit d'aller sur la CosmoDB. Vous voyez, elle est là. Et je vais aller dans Networking. Et je vais créer un Private Endpoint dédié à ma Cosmo. Et là, si tout le monde me suit, comme ça va désactiver l'accès public à ma CosmoDB, vous allez voir que je ne pourrai plus accéder à ma Cosmo. Et donc que mon application va tomber en panne. Pourquoi? On va le voir un peu plus loin. Pourquoi? Vous allez vite le comprendre. Donc là, je suis en train de créer un Private Endpoint pour ma base Cosmo. Normalement, voilà, il l'a trouvé. Et ce Private Endpoint, je vais le mettre dans le subnet que j'ai créé tout à l'heure
et qui va être dédié au private endpoint. Tout à l'heure, j'ai créé un VNet avec vous dans un subnet private endpoint, si vous vous rappelez. Donc c'est là. Et une fois que j'ai fait ça, malheureusement, ce que je suis en train de faire, ça prend 10 minutes chrono en main. Donc là, pendant 10 minutes, la Cosmo, je ne peux plus la configurer. Vous allez voir que c'est chiant, mais on va pouvoir voir d'autres choses pendant qu'il crée la Cosmo. Donc là, j'ai lancé le private endpoint. Je vous le montre concrètement ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, c'est que jusqu'à présent, j'ai créé un private endpoint pour ma première web app, un deuxième. J'ai désactivé l'accès public à mes deux web apps. Et donc maintenant, les utilisateurs passent comme ça. Sauf que ma Cosmo, elle avait un accès public. Puisque c'est une base de données multi-région qui est répliquée entre plusieurs régions Azure. En l'occurrence, entre France Centre et, pour l'instant, North Europe. Une fois que je l'aurai configuré avec vous. Mais vous voyez que cette base, elle a un accès public. Sauf que moi, je ne veux pas qu'elle ait d'accès public, cette base. Donc, ce que je viens de faire là, messieurs, dames, c'est que je viens de créer un private endpoint dans un subnet qui est lui-même dans un VNet que j'ai appelé VNet Prod. Sauf qu'en faisant ça, ma base de données, elle sera plus accessible depuis ma web app. C'est-à-dire ça ne marchera plus. Si vous actualisez maintenant le navigateur, je pense qu'on va avoir un beau message d'erreur. Ouais, je vous le confirme. Là, regardez, si j'actualise le navigateur, on voit qu'il y a un problème, j'ai une erreur 500. Eh bien, ça va vous surprendre, mais c'est normal que j'ai une erreur 500. Pourquoi j'ai une erreur 500? Parce que en activant le private endpoint, Azure n'accepte plus des connexions depuis une web app publique. Et donc, la web app ne peut plus communiquer avec la base de données. Et donc, ça a fait, d'une certaine façon, planter mon site, c'est-à-dire mon site, il n'est plus accessible, puisque ma base de données ne peut plus communiquer avec ma web app. Et pour permettre cette communication, parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est tellement sécure qu'il n'y a plus rien qui marche avec toi. Bah, pour permettre cette communication, il faudra que, quand le private endpoint sera créé, et autant vous dire que ça prend 10 minutes, il faudra que j'aille dans Networking, et que dans Networking, je fasse Selected Network, et que je coche cette petite case. Regardez, elle est hyper importante, cette petite case. Accept Connection depuis un data center Azure public. Et quand j'aurai coché cette petite case, alors ma web app pourra communiquer avec ma Cosmo via une IP privée. Avant ça, je ne peux pas. C'est-à-dire qu'avant ça, clairement, le site web, il ne peut plus communiquer avec ma base de données. Sauf que pour cocher cette case, il faut que le private endpoint soit créé. Et pour que le private endpoint soit créé, il faut attendre encore 7 minutes. Donc je vous raconte tout ça, vous allez me dire, ok, et qu'est-ce qu'on va faire pendant 7 minutes? Eh bien, si on reprend le schéma que j'ai préparé pour vous, j'ai créé une web app, j'ai créé des private endpoints, j'ai créé un front door, et regardez, personne ne m'a challengé en me disant, et le WAF, Philippe, t'as oublié de le créer? Eh bien, le WAF, je vais le créer maintenant avec vous. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut le faire après la création d'une web app ou d'un front door. Parce que pour l'instant, mes deux web apps, elles sont exposées sur Internet, mais il n'y a pas de protection WAF qui leur est associée. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le front door. Sur le front door, je vais aller dans Security Policy. Et là, je vais faire un Add Security Policy. Et ici, je vais nommer mon WAF. Donc, je vais l'appeler WAF Front Door, Azure Front Door. Ensuite, je vous ai dit qu'un front door était basé sur des noms de domaine que vous créez. Moi, j'ai décidé de ne pas acheter un nom de domaine pour la démo et de ne pas acheter de certificat. Sauf si vous me donnez un Bitcoin chacun. Et là, promis, j'en achète un. Et donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je vais lui dire que le WAF, il va s'appliquer non pas à 10 noms de domaine associés à mon front door, mais au seul nom de domaine que j'ai créé pour mon front door. Il est là. Et un WAF est basé sur ce qu'on appelle une policy. Donc une policy, c'est une stratégie de protection qui va contrer des attaques de type XSS, cross-scripting, donc injection SQL, du Log4j, du Spring4Shell, tout ça, ça doit vous dire quelque chose, messieurs, dames. Donc là, je vais le baser sur de l'OWASP.
Donc je vais l'appeler OWASP, ma policy. Et vous voyez qu'on peut lui ajouter un bot protection qui va vous protéger, encore une fois, contre les bots qui vont essayer d'attaquer vos web apps de manière automatisée. Moi, pour l'instant, je fais que de l'audit sur mon WAF et je fais un save. Et là, concrètement, Azure est en train de créer sur mon front door un WAF qui va être chargé de protéger mes 2 web apps contre les principales attaques que vous trouvez sur Internet. Donc encore une fois, c'est mis dans une norme publique qu'on appelle l'OWASP, qui va contenir les 10 vulnérabilités les plus connues sur des applicatifs web. Donc là, je viens d'intégrer mon WAF à mon front door. Donc si on retourne sur ma tablette, ici, j'ai le WAF qui est déployé directement sur mon front door. Et donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit que sur la web app, regardez, sur mon front door, pardon, ici, j'ai mon WASP qui est déclaré, il est là. Ce WAF, je vais y arriver, je vais pouvoir gérer les règles. Donc, il y a un certain nombre de règles qui sont fournies sur le WAF. Alors, je vous avais sans doute entendu parler de Log4j ou de Spring4Shell. Je pense que ça vous dit quelque chose. Ces vulnérabilités, elles ont fait grand bruit dans le domaine de la sécurité. Vous voyez, le WAF Azure gère le Log4j, mais il gère aussi le Spring4Shell. Si vous avez ce type d'interaction avec du Java, par exemple, ce type de vulnérabilité peut être corrigé et peut être protégé, pas corrigé, mais plutôt protégé par le WAF que vous avez appliqué à votre front door. Et vous pouvez créer des exclusions. Ici, on peut créer des exclusions et on peut même créer ses propres règles qu'on appelle des custom rules. Donc, vous allez pouvoir créer vos propres règles, par exemple basées sur la geolocation, par exemple sur des adresses IP, sur la taille des messages, sur des chaînes de caractères. Et vous allez pouvoir dire, je fais un deny du trafic, je log le trafic, je redirect le trafic, ou alors j'autorise le trafic. Donc, vous voyez, c'est quand même assez puissant parce que non seulement il est basé sur le WASP, qui est représenté ici, les 10 vulnérabilités les plus connues sur Internet, mais en plus, vous pouvez créer vos propres règles. Donc là, il en est où? Vous voyez, ça fait 7 minutes, il reste 3 minutes, et dans 3 minutes, normalement, ma base de données, elle ne sera toujours pas accessible par ma web app, mais elle ne sera accessible que par une IP privée. Et donc, une fois que ça sera déployé sur ma Cosmo, la deuxième étape, ça sera de sélectionner Selected Network et de choisir Accept Connection from within Public Data Center. Et une fois que j'aurai fait ça, qui va prendre quelques minutes, je ne vais pas vous le cacher, une fois que j'aurai fait ça, ma web app pourra communiquer avec ma base de données Cosmo de manière sécurisée via une IP privée. Et ma Cosmo ne sera pas disponible depuis Internet, depuis une IP publique. La dernière étape qui me restera à faire pour que je remplisse toutes les conditions, ça va être, si vous vous rappelez, je vous ai dit que ma base de données Cosmo, elle devait être répliquée entre 2 régions Azure. Je vous ai dit que ces 2 régions, c'était France-Centre et North-Europe. Pour l'instant, elle est répliquée qu'uniquement avec France-Sud, c'est-à-dire avec Marseille. Donc la dernière étape que je vais devoir faire, quand il aura encore une fois fini la création de mon private endpoint, c'est qu'ici, je vais rajouter une région et cette région, ça sera North-Europe. Et quand j'aurai fini ces 2 dernières étapes, j'aurai rempli complètement, au final, les 3 critères de réussite que j'avais définis avec vous au démarrage de cette session Azure Real World. Est-ce que vous avez des questions? C'est le moment. Est-ce que je suis clair jusqu'à présent? Parce que je vous demande si vous avez des questions. A priori, vous n'en avez pas. Mais est-ce que déjà, je suis clair dans tout ce que je vous ai expliqué? Ça fait beaucoup d'informations. Vous êtes 30 dans la session, donc ça vous intéresse. Mais ça fait quand même beaucoup d'informations. On a bientôt fini. Je pense dans un quart d'heure, on a fini. Si tout va bien. Tous en PLS. Tu peux toujours déployer sur web app sans accès public? Non, je ne peux plus. Ex-Defender, c'est une très bonne question. Je ne peux plus déployer via mon guide sur l'accès public. Il faut que j'aille sur le firewall de ma web app pour que j'autorise depuis l'accès public de mon guide
le déploiement. Tu as tout à fait raison. C'est un point très important. C'est pour ça que j'ai fait le private endpoint de la base et le private endpoint des web apps à la fin. Allez, là, il a fini le déploiement de mon private endpoint. Donc, je vais pouvoir cette fois... Voilà, là, ça va aller un peu plus vite. Ça prend 5-6 minutes. Là, en cochant cette option, je vais permettre à ma base Cosmo de communiquer avec un service Azure à l'intérieur d'un même data center Microsoft. C'était la dernière option pour que mon site web redevienne disponible. Alors, j'ai une autre question de TU2525 dans configuration app setting. Pourquoi tu n'as pas rajouté la connexion string de la base de données Cosmo? Parce que moi, je voulais m'appuyer sur un GitHub qui fait que dès que je vais vouloir modifier le code de mon site web, en fait, je vais travailler sur mon Git, sur mon repo Git pour modifier le code. Tu vois, si demain, j'ai besoin de modifier le code de mon site web, de ma base de données ou autre, je vais aller sur mon fichier dans mon repo, je vais modifier ici le code de mon site et quand j'aurai modifié, voilà, quand je l'aurai modifié, je ferai un commit change et automatiquement, comme mon Git il est mappé avec ma web app, ça va déployer le code sur mes deux web apps. Donc ce que j'ai fait est plus simple. J'espère que je suis clair là-dessus. Par contre, un point qui est important par rapport à ta question, on a dans Azure ce qu'on appelle App Configuration. Et le principe d'App Configuration, ça vous permet de centraliser ce que vous dites TU2525. C'est-à-dire que dans App Configuration, vous allez créer une config globale que vous allez répliquer sur toutes vos web apps. Donc ça aussi, c'était une solution. C'est-à-dire que j'aurais pu ici créer une App Configuration, la mapper à mes deux web apps, et dès que je modifiais quelque chose sur mon App Configuration, ça le modifiait sur mes deux web apps. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus puissant et simple de travailler sur mon repo Git et sur mes fichiers. Dès l'instant où je fais un commit, automatiquement, c'est répliqué sur mes deux web apps et sur ma base de données. Voilà. Est-ce que je suis clair, TU25, dans mon explication de pourquoi j'ai choisi cette méthode? Ouais, super. Dans quelques minutes, on vérifie que le résultat, il est bon. Ah ben c'est bon. Eh ben ça marche. Ben voilà. Regardez-moi ça. Elle est pas belle la vie? Avec tout ce qu'on a fait ce soir. C'est-à-dire que maintenant, mon site web, si vous retestez de votre côté, mon site web, il est de nouveau disponible. Et donc, ça veut dire quoi? Ce que je vous montre là à l'écran. Bah, c'est une super nouvelle. Ah, voilà, c'est une super nouvelle quand on actualise. C'est une super nouvelle parce que si on revient sur ce que j'ai fait, bah là, concrètement, ça veut dire que maintenant, mes web apps peuvent communiquer avec mes bases de données répliquées via le private endpoint. La dernière étape que j'attendais pour terminer cette session et pour vous montrer qu'encore j'ai vraiment respecté scrupuleusement ce qu'on devait faire, ça va être quand il aura fini. Alors il me dit que ça a fini, mais vous voyez, il est encore en updating. La dernière étape, ça va juste être d'arriver ici et de répliquer ma base de données non plus de Paris vers Marseille, donc de France Centre vers France Sud, mais bien de France Centre vers North Europe. Donc en attendant que j'ai accès à ma base, ça devrait l'être dans les 2 minutes qui arrivent. Ce que je vous propose, messieurs, dames, c'est de remplir le questionnaire d'enquête. Allez, je vous laisse 2 minutes et après on termine la session. Là, vous voyez, si vous faites un actualisé, donc la web app, elle arrive bien à communiquer avec la base de données. La preuve, c'est ici. Mais en plus de ça, si j'arrête une des deux web apps, parce que vous pourriez me dire, ouais, mais qui nous dit qu'il load balance bien entre les deux régions? Ben, regardez, je vais arrêter une des deux web apps, la première, au pif. Voilà. Donc là, elle est stoppée. Vous voyez, elle est affichée en stoppé. Et là, ici, pardon, quand je vais faire un actualisé, voilà. Hop, j'actualise. Il a basculé sur la seconde et regardez, le site web, il est quand même disponible. Donc on voit que là, il est sur la web app numéro 2. Vous voyez, là, je suis en train d'actualiser web app numéro 2.
Et dans 10 secondes, il finira par rester sur la web app numéro 2 puisqu'il se rendra compte que le endpoint, le premier, n'est plus disponible. Et pareil, si j'arrête les deux web apps, bon, je ne vais pas le faire, hein, je ne vois pas l'intérêt, mais si j'arrête les deux web apps, vous verrez que le site web, il est indisponible dans sa globalité, ce qui est logique. Ce que je vous propose, avant de terminer, avant de configurer la réplication de la base en North Europe, c'est de revoir une dernière fois le schéma. Donc là, vous voyez, il a updaté le firewall. Donc maintenant, ce que je vais faire, moi, je ne vais pas m'embêter. Hop, je vais sur ma base Cosmo, je fais une réplication, Add, Region, et là, je choisis North Europe. Alors, ça va prendre un peu de temps, bien entendu. Hop, là, je fais un save. Et là, vous voyez, on a respecté tous les critères qui étaient prévus au début. C'est-à-dire que si on revoit le schéma d'architecture, si vous vous rappelez au début, je vous avais dit, le premier critère, c'est que si une web app est indisponible, l'autre web app prend le relais. Je viens de vous montrer que c'était le cas. Le deuxième critère, c'est que la base de données doit être accédée depuis un autre service Azure via une IP privée. Je viens de vous montrer que c'était le cas aussi. Et le troisième critère, c'était que ma base de données, elle devait être répliquée entre deux régions, en actif-actif, en read-write. Et je viens de le faire avec vous, c'est-à-dire que j'ai lancé la réplication de ma base de données entre les deux régions. Alors, j'ai une très bonne question dans le chat. Merci de l'avoir posée. La question, c'est, je ne vois pas très bien la différence entre Traffic Manager et Front Door. Les deux peuvent faire du failover du coup. Alors, c'est très juste, mais la principale différence, c'est qu'avec un Traffic Manager, tu n'auras pas de WAF, déjà. Le Traffic Manager, lui, il travaille que sur la couche, le protocole DNS. Alors que le Front Door, lui, il travaille que sur la couche 7, donc il accepte que HTTP, HTTPS. Pareil au niveau du fonctionnement. Le Traffic Manager, même s'il est multi-région, il a 6 méthodes de routage. Alors que dans le Front Door, tu n'en as que 4. Bref, le Front Door, lui, il est fait pour protéger et load balancer, répartir la charge sur vos sites web. Alors que le Traffic Manager, lui, il travaille sur la couche DNS, sur le protocole DNS. Donc, il va pouvoir gérer aussi, par exemple, des endpoints on-premise avec une IP publique. Tu vois, donc c'est vraiment deux philosophies différentes. Mais tu verras dans les schémas d'architecture Microsoft que tu peux aussi avoir parfois des archis avec des front door et des traffic managers qui sont en cascade. Et dans notre cas, vu qu'on a un site web qu'on veut load balancer, derrière un WAF, et ben clairement, le front door, c'est celui qui s'y prête le mieux. Donc je comprends que si j'ai besoin d'un WAF pour mon application, je dois passer soit par un front door, Morsi, soit par une application gateway. Tout à fait. Le Traffic Manager, lui, il travaille sur le protocole DNS. Le front door et l'application gateway, il travaille sur la couche 7 du modèle OSI. Donc sur la couche applicative. Et donc il ne gère que deux protocoles. Donc on aurait pu, globalement, Siralik, faire une chose à peu près proche avec un Traffic Manager. Et je dis bien à peu près proche. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas fait pour. On va plutôt préférer dans ce type d'architecture un front door ou une application gateway. Et dans quel cas on va choisir front door versus application gateway? En fait, application gateway, il est monorégion. Donc si je veux avoir un load balancer monorégion, donc si je veux pas basculer d'une région à une autre, alors je vais préférer l'application gateway. Si je veux pouvoir basculer d'une région à une autre, alors je vais préférer le front door. Et d'ailleurs, avant qu'on termine, vous êtes encore beaucoup, mais c'est un point important, c'est que des fois, vous verrez aussi dans les schémas d'architecture, vous verrez un front door et derrière le front door, vous verrez une application gateway. Et là, vous allez me dire, mais Philippe, t'imagines ce que tu es en train de nous dire? Tu es en train de nous dire qu'on peut avoir un front door avec une application gateway, mais les deux, ils font de la couche 7. À quoi ça sert ce que tu nous racontes? Eh bien, en fait, il faut savoir que le front door, lui, il n'accepte que des endpoints publics par défaut. C'est-à-dire qu'il va accepter des sites pass publics, des storage accounts publics, mais lui, le front door,
il n'arrive pas, quand il envoie une requête, à savoir si dans la région, le service, il est réparti entre des AZ. Et il faut savoir que dans une région, vous pouvez répartir vos web apps dans différentes AZ. Donc la web app 1, elle va être dans la Z1, la web app 2 dans la Z2 et la web app 3 dans la Z3. C'est-à-dire qu'elles vont être réparties, vos web apps, dans 3 data centers d'une même région. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous racontes tout ça? En fait, je vous raconte tout ça pour vous dire que dans les schémas d'architecture que vous pouvez implémenter, on peut très bien avoir un AG qui est positionné dans chaque région. J'ai un AG ici, j'ai un AG ici. Et pourquoi on ferait ça? Parce que l'AG, lui, il gère les availability zones pour la répartition de la charge. Et là, je ne sais pas si vous voyez la puissance. C'est que si on fait ce type d'architecture, on va avoir un front door multi-région qui va load balancer sur un AG. Cet AG, lui, il est capable de load balancer dans des data centers spécifiques de Microsoft. Et pour terminer, parce que là, vous allez vous dire, ouf, c'est puissant, je pense. Et bien après, vous allez vous amuser à calculer le SLA de tous ces services-là. Et pour calculer le SLA final de cette architecture, il va falloir multiplier les SLA de chaque composant, de chaque service. Par exemple, la base Cosmo de mémoire, elle est à 999 de SLA. 99,999. Donc si vraiment vous voulez faire le boulot jusqu'au bout, en tant qu'architecte, il faudrait à la fin dire OK, le SLA final, c'est la multiplication des SLA de ma web app, de ma Cosmo, de mon front door. Alors là, j'oublie pour l'instant dans mon explication, vous l'avez compris, l'application Gateway. Parce que moi, ce que j'ai déployé aujourd'hui, c'était un front door, une web app et une Cosmo. Donc pour la petite histoire, la Cosmo, c'est du 99,999. Après, à vous de chercher le SLA de la web app, à vous de chercher le SLA du front door. Vous les multipliez entre eux et vous allez avoir le SLA final. Alors j'ai une question. Le Traffic Manager, on a les priorités routing? Oui, tu l'as. Effectivement. Mais alors, sans trop rentrer dans les détails du Traffic Manager, il y a 6 méthodes de routage. Mais par exemple, il y a la méthode de routage basée sur la géographie de l'utilisateur. C'est-à-dire qu'à partir de son IP public qui est attribué à une région, il va être capable de renvoyer l'utilisateur vers une région Azure qui correspond à la région de provenance de l'utilisateur. Le Traffic Manager, il a d'autres méthodes de routage. Par exemple, il va se baser sur la performance, c'est-à-dire sur la latence, quand un utilisateur va se connecter. Bref, vous l'avez compris, le Traffic Manager, c'est autre chose, mais il fonctionne sur la couche DNS et il peut être complémentaire, encore une fois, avec le front door ou avec d'autres services ou load balancer Azure. J'espère que cette session vous a plu, j'espère que vous avez pris autant de plaisir à la regarder que j'ai eu à déployer cette architecture qui, de mon point de vue, était très complexe, même si sur le papier, elle avait l'air hyper simple, puisqu'on pourrait me dire, oui, mais il y avait un front door, deux web apps, deux bases Cosmo. Non, c'était pas si simple. C'était beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'on a travaillé sur les private endpoints, on a travaillé sur du Git pour déployer notre code, sur les connexions string. Et puis, pour terminer, si vous vouliez me challenger, vous pourriez me dire, hey, Philippe, ton infra, elle n'est pas parfaite, parce qu'il aurait fallu que ta web app communique avec ta base Cosmo via ce qu'on appelle une identité managée. Et ça pourra faire l'objet, pourquoi pas, d'un Azure Real World futur. Et là, on aura une authentification entre deux services Azure, une web app et une Cosmo, via l'Azure AD, qui s'appelle maintenant l'Entra ID. Portez-vous bien tout le monde. À bientôt. Salut. Preview.